Bonsoir, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Studio Lacan. Ce soir, notre rubrique Un divan dans le monde se penchera sur les urgences psychiatriques, question qui intéresse de près la santé mentale, annoncée comme grande cause nationale en 2025 par le Premier ministre Michel Barnier, à peine a-t-il été nommé. Les docteurs Pecot et Estève seront nos invités pour en discuter. En fin d'émission, Luc Garcia, pour l'actualité de la psychanalyse, commentera une citation de Jacques Lacan issue de son texte « L'agressivité en psychanalyse », qui permet donc d'éclairer le phénomène de l'urgence et sa temporalité. Mais sans plus attendre, passons à notre première rubrique que nous avons intitulée « Urgence psychiatrique ». Le divan dans le monde va discuter ce soir des urgences psychiatriques, à savoir les problématiques rencontrées pour leur prise en charge aujourd'hui, les nouveaux dispositifs institutionnels créés pour répondre à ces difficultés, et enfin les impasses persistantes, mais aussi les horizons, pour de nouvelles modalités de prise en charge. Pour débattre de ces questions, nous avons invité les docteurs Pecot et Estève, tous deux psychiatres, qui interviennent à différents points de la prise en charge des urgences psychiatriques. Depuis les urgences générales et un nouveau dispositif hospitalier permettant d'accueillir, de temporiser et d'évaluer ces urgences psychiatriques, pour le docteur Estève, jusqu'au secteur de psychiatrie publique qui mettent en œuvre des prises en charge plus au long cours, ambulatoires ou hospitalières, concernant le docteur Pecot. Docteur Pecot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes donc psychiatre, chef de pôle de l'établissement public de santé, je me permets d'ajouter mental, Ville-Évrard, et également chef de service du secteur G06, dans le 93. Et nous accueillons également le docteur Audrey Estève. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également psychiatre et vous intervenez à la fois aux urgences générales du centre hospitalier Saint-Denis, et au sein du même hôpital, au CRUP, donc le centre renforcé d'urgence psychiatrique, qui fonctionne depuis un peu plus d'un an et demi, et dont vous nous parlerez. Mais d'abord, donc je vais commencer par vous, justement, puisque vous êtes au début de cette chaîne. Pourriez-vous revenir plus généralement peut-être sur les difficultés rencontrées ces derniers temps dans les services d'urgence générale pour accueillir les urgences spécifiquement psychiatriques? De nombreux articles se sont fait récemment l'écho d'attentes, par exemple, très excessives pour ces pathologies, de mesures des fois de contention assez liberticides de ce fait. Je pense notamment à un fait divers en février dernier où la communauté soignante a été très émue et choquée par le suicide d'un patient aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse après 10 jours d'attente sur un brancard. Alors effectivement, déjà il faut savoir que le pourcentage de passages aux urgences pour motifs psychiatriques, c'est de 4 à 5% à peu près. Voilà, ce nombre a tendance à augmenter ces dernières années, donc on le constate depuis le début des années 2000. Pour les urgences de l'hôpital de La Fontaine, j'ai comme chiffre une augmentation de 30% entre 2010 et 2016 du nombre de passages aux urgences pour motifs psychiatriques. 30%. Voilà, une augmentation de 30%. On a aussi constaté un peu le même phénomène pendant la période Covid. On sait que voilà, il y a eu une baisse pendant le confinement, mais après voilà, ça a réaugmenté par la suite. Voilà, donc ce nombre-là de passages a augmenté et en parallèle, on a des secteurs qui sont de plus en plus en difficulté, qui ont moins de lits. Voilà, c'est dû à un manque de personnel. Voilà, donc c'est compliqué.
Donc on a des patients qui sont plus nombreux, il y a moins d'aval derrière, donc les patients attendent plus longtemps aux urgences. C'est-à-dire qu'aux urgences, il n'y a pas de psychiatre qui est là, dédié aux urgences, qui est là, il n'y a pas 24 sur 24, un psychiatre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être un peu ça ? Parce que les gens ne savent pas forcément, en fait, comment ça marche aux urgences générales quand il y a une pathologie psychiatrique. Alors, aux urgences de l'hôpital de La Fontaine, il y a 24 heures sur 24 une permanence. Voilà, il y a un psychiatre de garde qui est là la journée. C'est pas le cas forcément de toutes les urgences. Souvent, il y a de la psychiatrie de liaison, c'est-à-dire il y a un psychiatre d'un autre service, voire des fois d'un autre établissement qui est appelé aux urgences. Alors, docteur Pécaud, afin d'éclairer donc ces difficultés rencontrées aux urgences générales, en particulier donc les raisons de cet embouteillage des patients psychiatriques, pourriez-vous évoquer la situation actuelle en psychiatrie de secteur, son histoire récente, la politique en termes de nombre de lits, de durée de séjour? Quel état des lieux en faites-vous ? Alors, on rencontre une situation difficile sur les secteurs de psychiatrie. Sur le PS Villévrard, qui est le grand hôpital de 93, qui comporte 16 secteurs adultes et des intersecteurs de pédopsie. 3 autres secteurs étant gérés par l'hôpital Robert Ballanger, que je connais bien, puisque pour y avoir travaillé longtemps. Donc la grande difficulté, en effet, actuellement rencontrée sur le secteur psychiatrique, c'est un problème de recrutement de personnel médical et paramédical. Voilà. Paramédical, c'est assez compliqué, en effet, de recruter des infirmiers ou des infirmières sur ces services, voilà, et c'est vrai qu'il y a une vocation concernant les psychiatres de venir travailler sur des unités, notamment les unités temps plein, voilà. Donc ça a obligé en effet certains secteurs, le mien en particulier, puis d'autres, à fermer temporairement leur nombre de lits parce qu'on ne pouvait plus faire face, si vous voulez, faute de personnel paramédical et médical par moment. Moi j'avais 27 patients, vous voyez, ce qui est quand même un lourd secteur, voilà, on a dû réduire pour pouvoir mieux travailler, voilà. Alors, le paradoxe d'avoir réduit ce nombre de lits, on s'attendait à une catastrophe, voilà, et je pense qu'on a plutôt bien géré parce que du coup, on a dû se montrer inventif, diminuer notre durée moyenne de séjour, voilà. Alors l'autre souci rencontré, c'est en effet la durée moyenne de séjour, puisque on rencontre de plus en plus de personnes en grande difficulté sociale, parce que la psychiatrie, ça précarise énormément, et on touche souvent des personnes qui sont en grande difficulté, qui sont souvent sans logement, sans même couverture sociale, et il y a tout un travail fait par nos assistants et assistantes sociales pour en effet redonner des droits sociaux, essayer de retrouver des structures d'hébergement. Et alors, il y a des solutions, on ne peut pas mettre ces gens à la rue parce qu'ils vont nous revenir assez rapidement. Donc, il nous a amené parfois à garder les gens assez longtemps. Voilà. Donc, du coup, en effet, pour les urgences, ils ont besoin d'un aval, voilà. Soit des lits d'hospitalisation, soit des places sur des CMP, et parfois on est en incapacité de donner des places aux urgences. Alors on a l'avantage d'être un EPS, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de place sur un secteur dédié, il peut aller sur un autre secteur, voilà, mais en effet ça complexifie un peu les prises en charge, voilà. La durée moyenne d'un séjour? Alors, elles sont de plus en plus courtes. Sur un séjour aigu, on peut parler... le tempo psychiatrique, il est très différent du tempo somatique. C'est 3 semaines, 1 mois et demi avant que des symptômes disparaissent, que les personnes adhèrent au traitement, parce que souvent, on reçoit des personnes qui n'ont pas conscience de la maladie, qui sont dans leur déni des troubles. Donc, il y a tout un climat de confiance à installer. Voilà. Bon, moi, je pense qu'en un mois et demi, voilà, on peut être en capacité de faire sortir la personne. Voilà. Et ensuite, on organise des soins ambulatoires sur le CMP. Voilà. Mais parfois, on est confronté à des situations sociales très, très compliquées où on ne peut pas faire sortir les personnes. Voilà. Hormis les mettre en danger.
Vous parlez comme ça d'une baisse des moyens en psychiatrie de secteur et de l'inventivité que vous avez dû déployer et que sans doute tous les services de psychiatrie de secteur tentent de déployer, notamment en essayant de traiter les choses par la baisse de la durée de séjour. Donc, je voulais vous demander à vous deux, peut-être d'abord à vous, le docteur Estève, mais notamment on se rend compte dans les politiques publiques, en tout cas pour les situations les moins sévères qui nécessitent pas forcément des hospitalisations au long cours, une espèce de volonté d'adressage notamment des patients en consultation en libéral, justement pour désengorger les institutions psychiatriques notamment. C'est très soutenu par les politiques publiques, pour par exemple le dispositif Mon Psy qui concerne les psychologues libéraux, mais est-ce que cette orientation n'a quand même pas ses limites? Enfin, en tout cas, qu'en pensez-vous dans vos pratiques respectives? Alors, c'est à la fois intéressant, parce qu'il y a certains types de pathologies qui peuvent très bien se suivre en libéral, mais d'autres, voilà, qui ont besoin d'avoir une équipe pluridisciplinaire, qui ont besoin de l'institution, donc le psychiatre, l'assistante sociale, le secteur quand il y a besoin d'hospitalisation, le CMP à l'extérieur. Donc ça, voilà, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur le libéral, mais voilà, ça remplacera pas non plus le secteur public. Voilà. Docteur Pécaud, vous avez votre idée? Oui, on travaille beaucoup avec le secteur libéral, notamment sur les hospitalisations. Nous avons 2 établissements privés sur le 93, qui est la maison de santé d'Épinay et la clinique de l'Alliance, qui nous prennent des patients, même des patients parfois sous mesure de contrainte, SDT essentiellement, voilà. Alors le souci concernant les consultations, c'est que nous avons très peu de psychiatres privés installés sur le 93. Voilà. Bon, il faut franchir la barrière du périphérique et aller sur Paris. C'est pas si simple que ça. Voilà. C'est sûr qu'un petit jeune de psychiatre qui s'installe, ou un ancien psychiatre qui s'installerait sur la commune de Bervilliers, en effet, il aurait une patientèle. Oui, forcément, puisque voilà, sur Aubervilliers, il y a des psychiatres, certes sur le CMS, le Centre municipal de santé, mais ils sont au nombre de 3, un qui est spécialisé en addictologie, et les 2 autres, ils ont une demi-journée de consultation. Vous voyez, ça suffit. Et des consultations qui sont totalement remplies. Voilà. Alors c'est sûr, Aubervilliers n'a pas de psychiatre, alors qu'on est quand même très proche de Paris. Montreuil, que j'ai bien connu, n'avait pas de psychiatre. Il y avait un psychiatre installé, mais qui allait partir à la retraite. Vous voyez, c'est aussi des difficultés que l'on rencontre. Alors on peut peut-être maintenant parler du CRUP, ce dispositif, ce qu'on appelle donc Centre renforcé d'urgence psychiatrique. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu son fonctionnement? Quels en sont les principes d'accueil? Quelle en est la durée de séjour? Et donc c'est une unité qui a été créée, un centre qui a été créé il y a un peu plus d'1 année, comme le rappelait Caroline en introduction. Voilà. Exactement. Donc l'idée, elle est née justement de la réflexion que les patients attendaient longtemps aux urgences, de voir comment on pouvait accueillir ces patients dans des conditions dignes. Donc cette unité a ouvert il y a à peu près 1 an, effectivement. Elle comporte 14 lits. L'accueil des patients, que ce soit en soins libres ou en soins sous contrainte. Il y a 2 chambres d'isolement. Donc on est l'aval immédiat des urgences. Donc il y a 2 indications principales. C'est déjà les patients dont il y a une indication d'hospitalisation sur le secteur. Il n'y a pas de place sur le secteur, donc on prend en charge ces patients pour gérer la crise en attendant que le secteur puisse récupérer le patient. Et la deuxième indication, donc, c'est des lits réservés pour l'hôpital de La Fontaine. C'est des lits de consultation prolongée, plutôt. C'est quand le psychiatre des urgences a besoin d'un peu plus de temps pour se décider d'une hospitalisation ou non. Donc, il peut mettre le patient sur ce lit, le réévaluer le lendemain et essayer d'éviter des hospitalisations. Parfois, ça permet de revoir le patient tranquillement avec la famille, d'essayer d'appeler le psychiatre référent pour qu'il soit revu rapidement. Donc voilà, donc il y a vraiment cette double fonction de cette unité, de déjà désengorger les urgences, prendre en charge les patients dans des conditions dignes, on va dire, mais aussi essayer de trouver des alternatives à l'hospitalisation. Se mettre en contact avec les CMP. Ça peut être aussi trouver une place s'il y a besoin d'une hospitalisation en clinique privée, comme on disait, s'il n'y a pas besoin du secteur. Donc les patients peuvent rester jusqu'à combien de temps? Alors c'est 72 heures,
Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça dépend vraiment de la situation du secteur, s'il peut le récupérer, le patient, ou pas. Ou si ça le nécessite. Ou si ça ne le nécessite pas. Donc, voilà, il y a à peu près un quart des patients qui rentrent au domicile directement du CRUP. Et sur les 1 an, là, la durée moyenne de séjour est de 45 heures. Donc, on est même moins des 72. Donc, il y a vraiment cette dimension de l'accueil pour qu'il puisse être entendu, écouté. Et puis un accueil, comme vous le disiez à l'instant, avec des conditions de dignité par rapport à cet accueil, mais il y a aussi le fait de prendre son temps. Exactement. Et je dirais de s'extraire un peu de la temporalité des urgences. Ouais, c'est ça, aux urgences, on imagine, le patient, il est sur un brancard, il attend, il y a du mouvement, les équipes sont un peu tendues, ça majore l'anxiété, l'angoisse, peu importe la raison. Et le sentiment de ne pas être entendu. Le sentiment de ne pas être entendu. Parce que s'ils vont aux urgences, c'est qu'il y a une urgence à être entendu du point de vue psychiatrique. C'est pas du tout pareil que... On peut pas l'évaluer exactement de la même manière qu'un souci somatique, ou qui en effet est plus ou moins prioritaire. Enfin, du point de vue psychiatrique, c'est le signifiant urgence même est quand même à attraper. C'est ça, exactement. Docteur Pécaud, peut-être pour revenir à la psychiatrie de secteur, pouvez-vous un peu nous décrire justement pour nos spectateurs et nos auditeurs le fonctionnement de votre service, et en particulier concernant la façon dont vous traitez cette problématique des urgences, compte tenu donc de la file active de vos patients qui sont déjà pris en charge. Comment est-ce que vous tenez compte des nouveaux patients qui vous sont adressés comme ça des différents services d'urgence? Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques aussi, ou... Spécifique, pas vraiment. On répond à l'amicale pression du CRUP, parce qu'il y a quand même une pression, et je crois que tous les jours, on a des appels du CRUP, voilà. Bon, on a de bonnes relations, et voilà, et moi je crois qu'il faut répondre au CRUP quand le CRUP vous appelle. Vous savez, voilà, de pas répondre, ça fait qu'aggraver les choses, voilà. Donc on y répond, disant, voilà, là je suis dans une situation compliquée, j'ai pas de place, je vais faire le maximum pour t'en trouver une, voilà. Et après, c'est vrai que ça force les équipes d'unité temps plein à être inventifs, à organiser des sorties, alors parfois des sorties prématurées, voilà, mais voilà, il faut trouver des relais, notamment sur le CMP, faire en effet plus rapidement des entrées sur des structures de jour, parce que ça aussi c'est important. Voilà, donc en effet, on essaye au mieux, voilà. Alors les 72 heures, c'est parfois compliqué, notamment quand un malade rentre le vendredi, samedi, dimanche, où il va pas se passer grand-chose sur les services, même s'il se passe beaucoup de choses aux urgences. Et c'est que le lundi, voire le mardi, qu'on peut parfois trouver de solutions. Bon, mais on essaie. Bon, l'avantage d'être un grand hôpital comme Villévrard, c'est que quand même il y a beaucoup de secteurs et qu'on arrive toujours à trouver une place quelque part, voilà. Même s'il y a des moments où on a des situations très très tendues, voilà. Notamment sur des chambres très particulières, ce qu'on appelle des chambres d'isolement, voilà. Parfois, il est nécessaire de contenir le patient, de le mettre en sécurité, voire mettre en sécurité les autres patients ou le personnel, voilà. Donc, de lui-même. De lui-même, oui, voilà. Et donc, en effet, il y a de l'attention sur ces chambres, parce que chaque secteur a deux chambres d'isolement, voilà. Elles sont parfois, un turnover qui est pas si simple à faire sur ces chambres d'isolement. Donc, on y arrive la plupart du temps, mais c'est vrai que c'est le travail de psychiatre sur le HTP, le travail des urgences que je connais bien, parce que moi j'ai longtemps travaillé aux urgences de Ballanger, je les ai même dirigées, et voilà. Mais moi je crois que les 72 heures sont nécessaires, parce que si on met pas cette limite, le CRUP va être embolisé par des patients qui vont rester très longtemps, et on va recréer un autre secteur psychiatrique d'une certaine manière. Moi, c'est ce que j'avais rencontré à Ballanger lorsqu'on a mis en place une UHD psychiatrique. On s'était pas donné cette date, cette limite de temps, et les gens pouvaient rester 15 jours, voilà. Et donc, le CRUP, pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut vraiment tenir ces impératifs de temps. Donc, charge à nous, en effet, sur les secteurs, d'aider le CRUP, de trouver des solutions, voilà. Alors, c'est pas simple, mais on en trouve, voilà. Peut-être, docteur Estève, pourriez nous évoquer un peu les problématiques les plus importantes, ou celles qui reviennent le plus souvent lorsque vous recevez ces patients au CRUP, et peut-être aussi des problématiques qui sont pour vous les plus difficiles à gérer, si vous avez
peut-être des petits exemples ou des petites illustrations cliniques à ce propos? En termes de pathologie, de type de pathologie, ouais. On accueille vraiment toutes les situations possibles en réalité. Ça va de la crise suicidaire, de la dépression sévère, à des pathologies plus complexes comme des décompensations de schizophrénie, des épisodes maniaques. Voilà, il y a vraiment toutes les situations. Donc, alors ce qui est intéressant au CRUP, c'est tout ce qui est crise suicidaire et, comme je disais, avec les lits de réévaluation des urgences, on a pas mal de situations comme ça, de patients qui viennent pour des tentatives de suicide, par exemple, qui sont hospitalisés, ils sont en crise suicidaire, on met en place rapidement des traitements. Le lendemain, on peut les réévaluer, laisser la crise passer. Le fait d'être en dehors des urgences, ça permet de faire passer les choses plus rapidement et trouver des solutions et pas forcément avoir recours systématiquement au secteur, à l'hospitalisation, ils sont déjà surchargés et ça permet un peu de trier un petit peu la situation. Concernant les idées, toutes les pathologies d'ordre suicidaire, qui vont des idées de suicide au TS, aux tentatives de suicide ou au passage à l'acte vraiment suicidaire, il faut remarquer quand même que la France présente un des taux de suicide les plus élevés d'Europe, et on constate leur augmentation au fil des années. Elle est parfois d'ailleurs imputée en effet à la crise du Covid. Est-ce que c'est le seul facteur ? Bon, c'est pas sûr. Il y en a d'autres certainement qui peuvent être pris en compte. Les temps sont durs quand même. Et puis il y a justement, je me suis demandé dans quelle mesure, par rapport à moi, j'ai une pratique en libéral de psychologue et psychanalyste en libéral, et donc ça m'arrive aussi d'avoir à adresser des patients auprès d'un secteur de psychiatrie ou de m'inquiéter de sentir qu'il faut, notamment pour des pathologies suicidaires, une prise en charge institutionnelle. Et j'ai été très questionnée à quelques reprises, que ce soit par la durée de séjour qui m'a semblé des fois un peu courte. Je ne parle pas du tout des endroits où vous travaillez, mais des fois ça peut être vraiment très court. Ou du suivi post-hospitalisation, par exemple. Donc pour un patient, un jeune schizophrène que j'avais reçu, qui a fait une bouffée délirante au cours de laquelle il avait fait un passage à l'acte suicidaire assez grave, a fini par se retrouver hospitalisé 1 mois en clinique. Et au fond, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que à la sortie, la clinique avait décidé, vous avez un psychologue et un psychiatre en libéral, très bien, basta. Alors que c'était vraiment une schizophrénie extrêmement floride, qui, à mon sens, aurait nécessité peut-être une prise en charge dans un CATTP, un CMP, en ambulatoire. Et la seule chose qui a été faite pour lui, c'est qu'on lui a passé un coup de fil 6 mois après pour lui demander s'il avait eu de nouveau des idées suicidaires, ce à quoi, évidemment, il a répondu non. Alors que c'était quelqu'un d'anonyme qui lui demandait, et ça cochait la case. Notre hospitalisation a été super. C'est une remarque qui ne concerne pas du tout, justement, on sent qu'il y a une certaine rigueur dans la façon dont vous travaillez, éthique par rapport à ça, mais qu'est-ce que vous pensez de ce type de pratiques qui sont nouvelles par rapport à... Oui, il est sûr que l'important dans une hospitalisation psychiatrie est bien sûr l'entrée, le mode d'entrée, mais c'est de bien préparer la sortie. Et c'est-à-dire que le patient puisse sortir vraiment dans de bonnes conditions. C'est-à-dire une symptomatologie qui s'est quand même beaucoup réduite, qui permet une vie à l'extérieur, et puis en effet des relais nécessaires. Alors si ce patient a un psychiatre privé, c'est en effet de le réadresser à son psychiatre, mais d'avoir un lien quand même avant la sortie avec ce psychiatre pour bien préparer la sortie. Et dans la grande majorité des cas, je vois sur notre secteur de 93, c'est sur le CMP où en effet il aura ce suivi. Donc bien sûr c'est des réunions fréquentes avec les équipes du CMP entre l'intra et l'extra, bien préparer les sorties, Ce qu'on constate aussi également, c'est on a beaucoup de rechutes de patients, parce que des patients que l'on connaît bien d'ailleurs, et qui fréquentent souvent les urgences, qui dès qu'ils sortent, consultent 1-2 fois, arrêtent leur traitement et malheureusement la maladie réapparaît. Donc ça, en effet, c'est quelque chose sur lequel il faut on travaille, retravailler ce lien de confiance avec le patient pour éviter ces rechutes. Parce qu'en effet, la maladie psychiatrique, notamment la maladie schizophrénique, puisqu'on en prend quand même beaucoup en charge sur le 93, c'est une maladie qui va être sur du très très long terme. Mais cette articulation entre intra et extra, elle est nécessaire.
Donc finalement, la sortie, elle est aussi pensée dès le départ, dès l'entrée. Oui, quasiment. Dans la semaine, on a des réflexions. Voilà, on sait très bien le patient qui va bien prendre son traitement, qui adhère tout de suite au patient où ça va être compliqué, parce qu'il est dans le déni de sa maladie, parce que ce sont des maladies douloureuses, atroces, que la maladie psychiatrique. Et voilà, il y a des gens qui n'acceptent pas ces maladies. Et voilà. Qui lâchent leur traitement. Et au bout du compte, ils vont venir 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Voilà. Et à chaque fois, c'est encore plus difficile, quoi. Voilà. Jusqu'au moment où, en effet, les choses vont peut-être s'amender. Donc, le lien, oui, il faut penser à la sortie assez rapidement. Voilà. Alors, docteur Estet, je vais revenir sur la spécificité du CRUP, parce que je pensais à d'autres structures qui existent, d'autres centres, d'autres services, le CPOA à Sainte-Anne. Il y a aussi CPOA, tu peux... oui, le Centre psychiatrique d'orientation et d'évaluation qui se trouve donc à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne. Le SAMU-Psy, qui est aussi en fonction depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi ce qu'on appelle les CAC, les centres d'accueil et de crise. Il y en a plusieurs sur Paris. Bon, en province également, effectivement. Quelle est donc la spécificité vraiment du CRUP par rapport à ces autres dispositifs, et est-ce qu'il y a finalement, ils sont tous un peu complémentaires? Comment on peut essayer de penser un peu tous ces dispositifs-là? Et peut-être aussi, vous avez des petites idées de ce qui pourrait être amélioré aussi au sein de ce dispositif du CRUP pour l'avenir? Oui, donc c'est très complémentaire, tous ces dispositifs, et effectivement, alors le CPOA, c'est vraiment un centre d'accueil d'urgence, ils n'ont pas de lit d'hospitalisation, qui dépend de l'hôpital de Paris. Donc ils ont une mission, ils réorientent comme nous on le fait aux urgences de l'hôpital de La Fontaine. Concernant le SAMU-Psy, donc qui vient aussi d'être ouvert là dans le 93, le but c'est vraiment de réguler. Nous, le CRUP, on est en aval des urgences, le SAMU-Psy est en amont. Donc ils reçoivent des appels et permettent de trier un petit peu les patients, et qu'il y ait moins de passages aux urgences. Donc ça permet de diminuer le nombre de passages aux urgences et essayer de gérer des situations avant même que le patient arrive aux urgences. Donc c'est un peu, c'est très complémentaire avec notre travail. Ils peuvent aussi vous orienter des patients, du coup, aussi. C'est possible. Alors pas directement au CRUP, mais en tout cas les orienter aux urgences, et après des urgences orienter au CRUP. Effectivement. Et les CAC, alors les centres d'accueil et de crise? C'est un petit peu différent, parce que les CAC ont aussi des lits d'hospitalisation, mais aussi souvent des accueils directs, ce que nous on n'a pas. Donc des patients qui peuvent se présenter, directement être évalués. Donc nous, on n'a pas ce côté-là. D'accord. Docteur Pécaud, enfin là, vous parliez tout à l'heure, en effet, de la grande pertinence du dispositif du CRUP. Donc, une question que je ne sais pas si vous le savez, mais en effet, est-ce que c'est un dispositif qui tend à se créer ailleurs que dans cette expérimentation-là? Et par ailleurs, je remarquais en lisant un petit peu l'historique du CRUP qu'il y a quand même une petite inertie à ça. Donc, si ce dispositif, il est sans doute à porter et à faire connaître, parce qu'on entend à quel point, en effet, il est pertinent. J'ai lu qu'il avait été porté quand même pendant presque 9 ans par le docteur Faisal Mouafak avant sa naissance effective. Comment faire quand même pour faire entendre la nécessité de ce type de dispositif tampon entre les urgences et le secteur? Je crois que la balle viendra des urgences. Les services d'urgence, auxquels on disait tout à l'heure, ils sont quand même confrontés de plus en plus à des urgences psychiatriques. Voilà, et on sait quand même la difficulté pour un service d'urgence de gérer des urgences psychiatriques au sein de ces urgences. Voilà. Les malades sont accueillis parfois dans de mauvaises conditions. Voilà, c'est souvent de la sédation, voire même de la contention. Voilà, donc ça ne satisfait personne. On a vu quand même augmenter de manière très importante le nombre d'urgences psychiatriques. Voilà, moi qui suis un vieux psychiatre, j'ai vu quand même ces urgences psychiatriques se développer au fil des années pour avoir là maintenant des chiffres très très importants. Donc en effet, des CRUP, nous on espère monter un deuxième CRUP sur l'hôpital d'Avicenne, c'est une possibilité. C'est un projet, voilà. Vous parlez bien de cette nécessité de les créer, mais alors pourquoi il y a une espèce de réticence de la part des pouvoirs publics je ne crois pas qu'il y ait d'opposition, de résistance, mais je crois qu'ensuite c'est en effet
que deux hôpitaux se mettent en commun, partagent des choses. Voilà, c'est pas si simple que ça. Faut trouver les locaux, faut trouver les personnels. Hein. C'est pas si simple de monter une équipe de CRUP quand même, hein, parce que ça va être un service qui va être ouvert 24/24. Il faut trouver les médecins, il faut trouver les équipes infirmières. Voilà. Alors, paradoxalement, les urgences intéressent. Hein, voilà, on est jeunes médecins, les équipes, voilà. Et souvent, on voit d'ailleurs des gens partir des services de l'intra pour venir travailler sur les urgences. Hein, voilà, voilà. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça met du temps parce que créer, vous voyez, Saint-Denis, je pense, ça a mis beaucoup de temps parce qu'il fallait certainement trouver les locaux, se mettre en relation avec l'hôpital de La Fontaine. Bon, voilà. Là, c'est une belle réussite parce que les locaux sont très bien, enfin, pour l'avoir visité, et puis travailler régulièrement, parce que moi j'interviens une fois par mois sur le SAU de Saint-Denis, donc chaque fois que j'y vais, je rends une visite au CRUP. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des locaux de qualité, un personnel de qualité, voilà, et ça, franchement, on est plutôt content pour les patients, voilà, et ça a changé quand même la vie sur les urgences de La Fontaine, voilà. Alors, comme à l'époque, ça avait un petit peu changé la vie sur les urgences de Ballanger, qu'on a créé cette UHCD, voilà. Mais en effet, c'est long à monter parce que en effet, il faut trouver les locaux, faut trouver aussi les moyens financiers. Mais enfin, ça, de plus en plus, je pense que on les aura. Mais monter une équipe, c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. D'accord. Docteur Estève, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ces nouvelles créations possibles et le souhait aussi, donc apparemment, un deuxième qui va s'ouvrir. Oui, effectivement, c'est un projet là pour l'hôpital de Avicenne d'ouvrir un CRUP sur le même modèle et je suis assez d'accord en fait, c'est toutes ces problématiques de recrutement. Je sais que pour le nôtre, l'ouverture avait été retardée justement plus pour des problèmes de recrutement, infirmiers, médecins. Donc voilà, donc c'est pas forcément de la réticence ou quoi, mais quand même c'est des gros moyens à mettre en place et aussi la coordination effectivement entre deux hôpitaux. C'est vraiment Villévrard qui s'est installé là dans l'hôpital de La Fontaine, donc il faut se coordonner, même par exemple juste tout simplement des problèmes informatiques, on est sur deux réseaux en même temps. Enfin voilà, il y a des choses à réfléchir compliquées. Il y a la dimension aussi peut-être de formation ou de sensibilisation à la pathologie psychiatrique des soignants de médecine générale, des urgences, pour être sensible en fait, bon, à force sans doute de clash aux urgences et de difficultés rencontrées avec les patients psychiatriques. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci docteur Pécaud de votre présence, merci docteur Estève également pour cette discussion quand même très actuelle. Et nous allons maintenant passer à notre rubrique Actualité de la psychanalyse. Bonsoir Luc. Bonsoir. Alors, pour prolonger donc notre débat, tu vas revenir sur ce terme d'urgence tel que nous pouvons l'approcher en psychanalyse et tu t'appuieras entre autres sur une citation de Lacan tirée de son texte « L'agressivité en psychanalyse » qui est daté de 1948. Voilà, nous t'écoutons. Les chroniques régulières de l'actualité en parlent souvent, on vient de l'entendre. L'urgence, ce sont des services sur lesquels rejaillissent les manques de lits dans l'ensemble des disciplines médicales, dans les cas également, dans ce qui est nommé dans la langue des politiques publiques, la santé mentale. Son corollaire est connu, on parle de plus en plus de l'exaspération des usagers et des soignants. Lacan exprime dans l'agressivité en psychanalyse donc à l'autre dimension temporelle répond l'angoisse et son incidence, soit patente dans le phénomène de la fuite ou de l'inhibition, soit latente quand elle n'apparaît qu'avec l'imago motivante. Le corps, le temps, la tension agressive via l'imago, ce sont des dimensions que Lacan emploie qui font spécialement écho avec la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle elle peut être enseignante dans la période que nous connaissons. Préalablement, dans le même texte, Lacan a d'ailleurs désigné l'espace des symptômes où l'on reconnaît les piliers des dysfonctionnements organiques tels qu'on les retrouve encore aujourd'hui dans les services d'urgence et qui concernent d'une certaine manière aussi la psychanalyse. Il parle de cet espace imaginaire où se développe cette dimension des symptômes qui les structure comme îlot exclu
scotum inerte ou autonomisme parasitaire dans les fonctions de la personne. D'une certaine façon, on est bien dans le concret. Il va inscrire la dimension temporelle comme un paramètre de cette dimension imaginaire et non pas comme une mise en concurrence de celle-ci. Alors comment passer de cette dimension temporelle, évoquée également dans cette citation de Lacan, à l'urgence comme telle ? En premier, il est remarquable de constater que Lacan a utilisé le terme « urgence » de manière régulière dans son enseignement. Les occurrences sont nombreuses et bizarrement, chez des auteurs qui se sont prévalus parfois d'indexer par exemple son corpus, le terme comme tel n'est pas repris. Ce qui va nous servir ici est de constater que Lacan décroche le temps de la question de la pendule en lui connectant un affect, celui de l'angoisse. La séance à durée variable est aussi une manière d'envoyer la pendule au calanque pour privilégier en premier la logique. Comme d'ailleurs le fait notable qu'il est connu que dans sa pratique même, Lacan ne faisait pas attendre celui qui demandait une consultation. Cette attente réduite n'est pas là non plus une gestion originale de l'urgence, même si ça l'est aussi. C'est d'abord un choix dans l'expérience analytique, quitte ensuite à parfois se servir de l'attente, puisque ce ne sera pas, là non plus, une question de chronomètre. Ce qui est donc intéressant ici, c'est comment Lacan exprime un moment de disparition du sujet, de déliquescence peut-être plus exactement encore, venant mettre l'affect au premier plan. Ce n'est pas le temps qui passe, mais on dira le temps qui presse. Alors, quelle est donc la fonction de ce temps qui presse, auquel d'ailleurs répond ce syntagme d'urgence ? C'est là où, pour correctement, je crois, apprécier cette proposition de Lacan dans l'agressivité en psychanalyse, un petit crochet s'impose. Avec le temps qui presse, je reprends un terme de Jacques-Alain Miller. Il fait remarquer, dans le même élan, que ce n'est pas une détermination psychologique qui, du dehors, serait apportée au processus logique. En reprenant à nouveau frais le sophisme des trois prisonniers qu'il aimait, ces prisonniers, en concurrence, pour sortir de leur état d'incarcération. Une situation qui pousse à la rhétorique chacun ce que désigne le sophisme. Oui, donc le sophisme des trois prisonniers, je le rappelle, ce problème logique selon lequel trois prisonniers dans une cellule savent que deux d'entre eux vont être condamnés à mort et un seul gracié a donc été étudié par Lacan dans le temps logique et l'assertion de certitude anticipée, pour rappel. En effet, et c'est à cet étage de la sortie que Jacques-Alain Miller va proposer une lecture logicienne du moment de conclure. Un moment de conclure qui n'est pas la compilation de tous les paramètres bien dosés qui viendraient nous donner de quoi peser le pour et le contre. Il souligne que la valeur de vérité de la prémisse, la sortie, dépend de la valeur de vérité de la conclusion, la sortie aussi bien. Il y a une rétroaction de fait de la valeur de la prémisse en fonction de la réussite de la conclusion. Donc l'urgence devient une boucle entre prémisse et conclusion. D'une certaine manière, en injectant cette temporalité très spéciale, spécifiquement originale où la conclusion et la prémisse sont liées, ce qui d'ailleurs arrive plus souvent qu'à son tour, il y a un côté où l'on n'échappe pas à l'urgence. On remarquera que ceci de nature a suscité au moins l'angoisse. D'ailleurs, pour chaque prise en charge aux urgences, comme l'on dit, l'enjeu n'est pas tant d'être immédiatement pris en charge, comme il est coutume de dire également, cela relève de données physiologiques, on le sait, une luxation de l'épaule est une urgence vitale, un panari au doigt pas forcément, et ainsi de suite. Non. L'enjeu de l'urgence est d'en sortir, d'être pris sous la presse du temps à partir d'un brouillard initial, celui des motifs d'entrée. Par-dessus, on remarque l'imposition souvent surmoïque qui installe cette situation lorsque les pouvoirs publics ou le corps médical disent que les urgences doivent d'abord servir à ceux qui en ont vraiment besoin, actant que c'est la sortie qui validera l'entrée. Dans l'agressivité en psychanalyse qui nous occupe aujourd'hui, Lacan pointe donc en désignant encore l'imago, le point à partir duquel le sujet est engagé dans une surface sans accident, dit-il encore. Il est bien certain que la presse du temps renforce cette situation. Alors, quelles conséquences concrètes dans la pratique, selon toi ? Dans les discours d'ailleurs souvent entendus autour de l'urgence, il y a ce constat que les patients sont pressés de conclure. Il s'agit pour eux d'être confortés dans une vérité initiale dont ils ne connaissent pas la valeur, mais qui pourra tout à fait leur être reprochée. La question de la pratique médicale, clinique, devient d'ailleurs totalement accessoire. On chiffre que le temps spécialement médical d'un urgentiste n'excède pas 20 à 30%. Dès lors, que peut faire le personnel ? Demander des renforts de vigile, ce qui aboutit à une situation de fixation qui devient de plus en plus délétère. À l'angoisse du sujet vient se mettre en miroir celle du praticien. D'ailleurs, Lacan prévenait que cette condition est également engagée dans la pratique analytique. C'est donc un chantier probablement qui ne doit pas cesser d'être ouvert. Bien, merci beaucoup Luc pour cet apport précieux. Notre émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Donc Studio Lacan revient samedi prochain à 18h30 pour une nouvelle émission.